Au bloc, il y a du matériel français, oui. On va avoir un petit peu de matériel de prothèse. Il va y avoir un peu de matériel pour l'arthroscopie, donc la chirurgie du sport que je pratique. C'est qui par exemple? Alors en arthroscopie, c'est une société qui s'appelle SBM, qui est Ok. dans le sud-ouest et qui fait du matériel pour l'arthroscopie de genoux et d'épaule. Et donc voilà, il y en a de moins en moins Eh oui. des labos français pour les prothèses. Il en reste quelques-uns qui survivent. Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec mes invités, on parle des blocages mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Elio Dizeni, chirurgien orthopédique spécialisé du sport au sein du groupe Ramsay. Elio, tu viens de créer le centre médico-chirurgical du sport à Brie-sur-Marne et à Champigny. C'est dans le 94 et tu travailles donc dans les cliniques Ramsay. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un patient doit absolument venir te voir pour se faire opérer? Je suppose que tu dois avoir, comme tous les chirurgiens, le robot Mako. Alors les patients viennent nous voir s'il y a besoin, si justement ils ont les blessures qui nécessitent une prise en charge médico-chirurgicale. L'intérêt pour eux, c'est d'avoir cette prise en charge spécialisée par des professionnels de la santé qui prennent en charge les pathologies sportives autour de chez eux. Et de ne pas être obligé de devoir consulter ailleurs, de pouvoir tout avoir en bas de chez soi. Nous, du coup, on ne travaille pas avec le robot Mako. Le robot Mako, c'est un robot qui permet les prothèses de genoux. Ok. Il y a différents robots qui existent. En l'occurrence, dans notre clinique, on n'a pas de robot, ni Mako, ni un autre. Alors, du coup, comment on fait pour attirer les patients? Parce que j'avais l'impression que le robot, c'était vraiment l'élément qui faisait que les patients venaient automatiquement. Alors c'est vrai que de plus en plus, il y a des patients qui nous demandent si on opère sous robot. Alors nous, on opère par d'autres façons. On a d'autres façons de programmer nos prothèses de genoux. On fait des scanners personnalisés, on opère avec un peu des prothèses sur mesure. Et après, c'est le résultat que tu vas proposer au patient, ce n'est pas forcément la façon de l'opérer. Mais c'est vrai que le robot, en ce moment, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et même les patients sont au courant de ça, oui. Le sportif, il joue quand même sa carrière quand il vient te voir. Est-ce qu'il y a des différences de façon d'opérer d'un chirurgien à un autre? Alors, des façons d'opérer, oui. J'ai envie de te dire presque chaque chirurgien opère un petit peu à sa façon. Maintenant, des techniques opératoires, il y en a plusieurs différentes, qui sont quand même relativement standardisées aujourd'hui, et qui dépendent surtout de l'école de chirurgie dont on dépend, quoi. Comment est-ce qu'on a appris cette chirurgie? Ce qui est sympa avec notre métier aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs techniques qui peuvent te donner le même résultat. Donc ce qu'on dit nous souvent, c'est qu'il ne faut pas se faire opérer forcément d'une technique en particulier, il faut se faire opérer par un chirurgien qui maîtrise bien sa technique. Alors justement, comment on fait pour choisir un bon chirurgien qui maîtrise bien sa technique? Choisir un bon chirurgien, c'est pas forcément maîtriser seulement une bonne technique. C'est aussi, il y a du relationnel, il y a plein de choses. Ça va être les expériences des personnes qui t'entourent, ça va être les conseils de ton médecin généraliste ou de ton kiné, ça va être plein de choses un petit peu, mais c'est pas juste sur une technique chirurgicale ou sur un matériel particulier. Parce que généralement, c'est un peu le problème, c'est qu'on va se faire opérer au plus proche de chez soi et pas forcément par le meilleur chirurgien. On ne revendique pas être les meilleurs chirurgiens, par contre on a été formé à bonne école et ce qu'on propose c'est justement cette offre de soins qui est assez complète et spécialisée, proche de chez soi. Et pourquoi venir te voir toi alors? J'ai été formé beaucoup sur les pathologies de l'épaule et du genou du sportif, par les différents endroits où je suis passé et les différents chirurgiens qui m'ont formé. Donc j'ai cette expertise, quand par exemple d'autres chirurgiens vont être plus portés sur d'autres articulations. Donc ça va être plus intéressant de voir en effet, pour une pathologie du genou ou de l'épaule, de voir un chirurgien qui est spécialisé dans ces articulations-là. Là, ça a plus d'intérêt de venir me voir plutôt qu'un chirurgien qui est Oui. plus sur du pied, qui fait un petit peu de genou, mais qui fait une majorité de pied. Quel est le profil type du patient qui vient te voir aujourd'hui? Il y a deux profils. Il va y avoir le patient assez jeune, entre 20 et 35 ans, qui est sportif professionnel ou amateur et qui s'est blessé souvent au cours d'une séance de sport et qui a envie de reprendre en fait son sport pour son bien-être, pour son équilibre. Et donc on va prendre en charge médicalement ou chirurgicalement pour lui redonner un petit peu ses capacités premières et qu'il puisse reprendre son activité. Les deuxièmes, c'est les patients dans une autre tranche d'âge, autour de 50-60 ans, qui ont eu C'est ma catégorie. Donc je t'écoute attentivement. je n'ai rien dit, qui ont eu les dégâts du temps un petit peu et les dégâts du sport parfois, et qui vont avoir en fait l'arthrose qui commence à arriver et qui commence à les déranger, et à qui on va proposer des traitements médicaux et dans certains cas un traitement chirurgical pour soulager les douleurs et redonner certaines capacités. Aujourd'hui, tu aurais pu très bien rejoindre Elsan, Vivalto. Tu as préféré rejoindre Ramsay. Pourquoi? Ramsay, oui, c'est un hasard. C'est un hasard, c'est un bon hasard aujourd'hui, mais c'est un hasard. Et pourquoi c'est un bon hasard? Parce que ça se passe bien, parce que justement ce projet de centre médico-chirurgical du sport, quand je leur en ai parlé, ils ont été très ouverts et ils m'ont accompagné pour développer cette unité spécialisée
au sein de leur établissement. Alors tu sais que je suis le premier sponsor de la MedTech française. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Ramsay, on te donne l'opportunité de choisir ton propre matériel? Alors oui, quand on arrive, on nous demande avec quel matériel on travaille, si c'est le matériel que eux utilisent ou D'accord. s'il y en a d'autres dont j'ai besoin. Et est-ce qu'il y a du matériel français aujourd'hui au bloc opératoire dans ton unité? Au bloc, il y a du matériel français, oui. On va avoir un petit peu de matériel de prothèse. Il va y avoir un peu de matériel pour l'arthroscopie, donc la chirurgie du sport que je pratique. C'est qui par exemple? Alors en arthroscopie, c'est une société qui s'appelle SBM, qui est Ok. dans le sud-ouest et qui fait du matériel pour l'arthroscopie de genoux et d'épaule. Et donc voilà, il y en a de moins en moins Eh oui. des labos français pour les prothèses. Il en reste quelques-uns. Euros par survivent. exemple. Oui, voilà, il y a Newclip pour la synthèse, il y a ATF, je crois, pour les prothèses aussi. Enfin, je ne peux pas tous les citer parce que je ne les connais pas tous, hélas, mais on essaye quand on peut de travailler avec des labos français, ouais, c'est bien aussi. Est-ce qu'un chirurgien est sensibilisé à acheter français ou est-ce que, au final, on reste focalisé sur la qualité du produit? Alors, il ne faut pas opposer déjà qualité et français, parce que en tout cas, les labos français qui sont là, ils sont vraiment très intéressants. Maintenant, c'est aussi, comme je te parlais d'école de chirurgie, quand tu as appris à travailler avec un certain produit, quand tu t'installes, tu as tes habitudes et tu es plus à l'aise avec ce produit-là. Donc, tu vas peut-être commencer avec celui-ci. Et après, pour des questions de feeling, en effet, tu peux choisir de changer un petit peu et de travailler avec du français. Mais on n'est pas spécialement sensibilisé, non, que ce soit au bloc ou même dans le reste de la médecine. Heureusement, on a des boîtes françaises qui font du travail sympa et je l'ai vu moi tout au cours de mes études, c'était assez intéressant. Mais c'est pas sensibilisé spécialement. Le patient, il se fait opérer et il ressort avec quasiment un genou qui ressemble à celui qu'il avait auparavant. Ah, qu'est-ce que je rêverais pouvoir te dire ça. La prothèse de genou, c'est une avancée qui est magnifique, qui permet aux patients de plus avoir mal, de remarcher et tout, mais c'est jamais comme un genou natif. Le genou, c'est une grosse structure avec des os, du cartilage, des ménisques, des ligaments. Et nous, on remet une prothèse avec du métal et du plastique. On ne reforme pas tous les ligaments, etc. On pallie à certaines choses, mais à la différence d'autres interventions, la prothèse de genou ne te redonne pas un genou natif comme tu peux avoir à 20 ans. Quoi. Donc ça veut dire que le patient, il boite en Non. repartant. Non, jamais. L'intérêt, justement, c'est qu'il remarche, il puisse reprendre certaines activités, même certaines activités sportives. Il y en a qui vont reprendre la course, ils reprennent le vélo, ils vont à la natation, etc. Mais il va peut-être pas pouvoir mettre autant de contraintes que quand il avait 20 ans sur son genou. Ça arrive parfois de louper un patient? Ah, ça arrive à tout le monde, oui, bien sûr. Il n'y a que ceux qui opèrent pas qui ratent pas. Il arrive qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme prévu. Un saignement un petit peu plus important qu'un autre, ça va être un patient qui va faire un hématome qui n'était pas prévu. Ça va être un problème parfois avec le matériel, un problème avec parfois même le patient qui a peut-être pas respecté certaines consignes. Parfois, Eh oui. ça peut être des erreurs humaines. Il y a hélas plein d'éléments. Et c'est l'intérêt de tout ce qu'on fait au bloc opératoire, toutes les checklists et les choses comme ça, pour minimiser au maximum le risque d'erreur. Il y a des apps qui ont été créées justement pour développer le suivi du patient? Oui, pour le suivi du patient, on a des applications qui sont soit des applications personnalisées, soit des choses un petit peu intégrées dans les examens. Tu sais, quand ils font les radios, ils peuvent avoir de l'IA qui détecte des choses, mais on peut avoir aussi des apps qui permettent de suivre le patient à domicile ou directement de transmettre des données à d'autres médecins. Toi, tu as même créé, si j'ai bien compris, 2 startups Oui. dans la santé. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, j'en ai créé une donc, pour le suivi, comme tu dis, qui permet de faire du suivi de plaies des patients et de l'intégrer dans nos dossiers médicaux. Plaie, n'importe quel type de plaie? N'importe quel type de plaie. Qui a Pas que dans le sport? Non, pas que dans le sport. Non, les boîtes que j'ai créées, c'est complètement à part. C'était avant ça. Et qui nous permet, à nous, soignants, que ce soit médecins, infirmiers, etc., de pouvoir sécuriser ces photos médicales qui sont des données hautement sensibles et de pouvoir les intégrer dans les dossiers des patients. Ça n'existait pas? C'était pas facilité. C'était aujourd'hui des choses qui étaient faites par des ingénieurs qui étaient très intelligents, mais qui n'étaient pas assez simplifiées pour notre pratique quotidienne dans la médecine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vends cette application à Ramsay, à Elsan, etc. À des centres, oui, à des hôpitaux, des centres de cliniques et aussi à des praticiens libéraux. Et donc ça marche bien? Oui, ça marche bien, ouais. On est sur les débuts, mais ça marche bien. Les gens sont très réceptifs et ça, on est très contents. Quand tu dis les gens, c'est qui? C'est les médecins, c'est les infirmiers, c'est aussi les structures de santé qui comprennent ce besoin de RGPD, de sécuriser et d'améliorer le suivi du patient, quoi. Et la deuxième startup, c'est? La deuxième, c'est pas dans le suivi, c'est pour la mise en relation des chirurgiens et des aides opératoires au bloc. Quand j'opère, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide au bloc opératoire. Oui. Et donc souvent, ça se faisait au bouche à oreille. Donc nous, on propose une application de mise en relation, en fait, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'opératoire chez Ramsay?
Si, alors tu peux avoir des cliniques qui te fournissent ces aides opératoires, mais souvent, l'aide opératoire, c'est quelque chose d'assez. Enfin, c'est quelqu'un, excuse-moi, qui travaille avec toi de façon très personnelle et qui va connaître tes petites habitudes à toi. Donc en fait, on ne change pas d'aide opératoire comme on change de chemise. C'est quelqu'un qui peut te suivre parfois 10, 15, 20 ans au bloc opératoire. Les industriels, parfois, ils proposent des aides opératoires. Alors oui, les industriels, ils vont te proposer, quand tu vas mettre parfois une prothèse, ils vont te dire, nous, si vous voulez, il y a une des personnes qui est spécialisée de cette prothèse qui va venir vous aider, qui connaît très bien l'ancillaire, donc tous les outils qui permettent la pose de la prothèse et qui vont venir avec vous au bloc pour vous aider là-dessus. Et parfois, ce sont les commerciaux. C'est des commerciaux qui peuvent être formés, parfois c'est des anciens infirmiers qui sont ensuite formés par le labo et qui sont commerciaux et infirmiers et qui viennent s'habiller avec nos blocs. Ils ont le droit, ça, de venir au Il faut bloc être justement infirmier pour pouvoir IBOD, s'habiller au c'est bloc. ça, Ouais, c'est- IBOD, infirmier diplômé d'État ou avoir les mesures transitoires. Et il y a aussi des commerciaux qui ne sont pas formés IBOD et qui viennent au bloc opératoire. Alors ils viennent au bloc, bien sûr, mais pour s'habiller avec nous, en stérile et pour avoir les mains dans le cambouis, si je puis dire, il faut être aujourd'hui, faut avoir les diplômes nécessaires. Elio, en tant que start-upper, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées jusqu'à aujourd'hui? C'est du fait de ma formation, par exemple, en chirurgie, j'avais aucune idée de quel était ce monde-là. Donc comment monter une société, vers qui s'adresser, les Lever démarches des fonds. réglementaires, les fonds, n'en parlons même pas, mais des choses beaucoup plus basiques comme les RGPD, qui est quelque chose de très important aujourd'hui et sur lequel on n'est pas du tout sensibilisé, nous, au cours de nos études. En tout cas, moi, quand j'ai fait mes études, on n'était pas sensibilisé à ça. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez compliqué. J'ai trouvé un petit peu où me faire incuber, mais après, je suis tombé au mauvais moment, il y a eu le Covid. Donc tous ces moments-là ont ralenti la chose. Être entouré, être accompagné, ça a été un petit peu compliqué sur la première boîte. Quand la deuxième, j'avais appris de ces difficultés et j'ai commencé en étant déjà entouré d'une équipe complète. Est-ce que tu peux nous préciser si tu as été freiné par la réglementation, les normes, la HAS, la NSM, etc. Ce qui est compliqué, c'est la première société. J'ai mis plusieurs années à développer ça, à trouver des gens qui pouvaient m'expliquer ce que j'ai le droit et ce que j'ai pas le droit de faire, comment j'ai le droit de gérer des données de patients, etc. etc. C'est quelque chose d'assez compliqué aujourd'hui, ça. Tu n'as pas cherché des accélérateurs, des incubateurs? Alors au début, je ne connaissais pas vraiment l'intérêt, Ah oui. je ne comprenais pas l'intérêt de ce genre de choses. Oui. En fait, j'avais une solution qui existait, l'application était faite, je pensais que je pouvais tout faire tout seul. Et ce qui a été une très grosse erreur d'ailleurs. Mais il faut le dire, pour les prochains qui veulent, pas faire tout seul, bien s'entourer avant de commencer. Et à la fin, j'ai réussi à trouver un incubateur, mais ça a été compliqué parce qu'en plus, comme c'est un incubateur public et que j'étais C'était à qui? l'hôpital public, c'était l'incubateur du CHU de Lille à l'époque. Ok. Sauf que comme j'étais au CHU de Lille, il y avait des conflits d'intérêts. Au final, à force d'en parler, on a vu qu'il n'y avait pas de souci, on a pu débloquer les choses, mais c'est toujours du temps. Et après, moi, j'avais ma formation à côté, j'avais la chirurgie à côté qui me prenait de plus en plus de temps. Donc ça a été quelque chose d'assez compliqué avant de réussir aujourd'hui à pouvoir les sortir et les présenter au public. Alors justement, comment tu fais pour vendre tes solutions? Tu es le seul commercial à les taper aux portes? Pour la première société, ouais, pour Icono, je suis le seul, donc je suis avec mon développeur, mais lui qui a la grosse partie technique à gérer. Et donc c'est moi qui, là, pour l'instant, via les congrès, en présentant un petit peu le projet, via aussi le bouche à oreille un petit peu, avec les collègues, avoir les accès aux différents hôpitaux, aux différentes cliniques pour leur parler du projet et leur expliquer l'importance en fait de sécuriser nos données. Pour le deuxième, c'est uniquement du bouche à oreille aujourd'hui, parce que dans notre équipe, on a donc toujours le développeur, on a l'infirmière de bloc opératoire et on a moi qui suis chirurgien. Donc on a les deux côtés du tableau qui permettent un petit peu de parler à toute cette sphère médico-chirurgicale. Pour te contacter, c'est assez facile? C'est Comment assez on fait? facile. Il y a l'adresse mail qui est cmcs-chirurgie@ramsessanté.fr. En tout cas, Elio, merci beaucoup et je te souhaite beaucoup de succès dans tous tes projets. C'est très gentil, merci. À une prochaine. À bientôt. Et bien voilà, moi ce que je retiens de mon échange avec Elio, c'est que le groupe Ramsay a la chance d'avoir dans son centre du 94 un chirurgien du sport de talent et un entrepreneur très investi dans la santé de ses patients.